Implanté à Saint-Hilaire-de-Loulay, le nouveau bâtiment de 4800 m² permet aux 25 collaborateurs de concevoir, fabriquer et commercialiser des compléments nutritionnels pour animaux de rente. Près de 9000 tonnes de produits sortent chaque année de chez Difagri. Avec un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2015, cet investissement de 6 millions d'euros est audacieux. Philippe Gauthier, le PDG, nous présente ce projet ambitieux. Bonjour Philippe Gauthier. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Merci de nous accueillir dans cette usine flambant neuve à Saint-Hilaire-de-Loulay. Oui. Alors vous êtes, Difagri est arrivé ici il y a 2 mois. Au mois d'août dernier. D'accord. Le 16 août exactement. Alors pourquoi ce choix de Alors pourquoi ce réimplanter choix? cette entreprise? Pour plusieurs raisons. D'une part parce que la société s'est quand même fortement développée ces 5 dernières années. Et puis on voulait donner de nouveaux moyens de production, de moyens modernes, oui. Et avec un confort aussi pour l'ensemble des salariés, un confort de travail qu'ils n'avaient pas dans l'outil précédent. D'accord. Alors, donc là, c'est le gros projet de ces derniers mois. Oui. L'entreprise, elle a plus de 30 ans, plus de 40 ans même. L'entreprise a été créée en 1973, effectivement, qui faisait principalement du négoce de produits vétérinaires, mais qui n'avait pas d'outil de production. Le premier outil de production n'est arrivé qu'en 1978, avec une première mélangeuse, et puis a été suivi par d'autres outils de production ensuite. Donc vous êtes arrivé en 2008. Oui, c'est ça, en 2008. Et vous avez repris les rênes de l'entreprise en 2011, c'est ça? Exactement. Bon, alors donc aujourd'hui l'entreprise compte 20-25 salariés à peu près? Alors nous sommes 25 salariés exactement aujourd'hui. D'accord. Nous étions 14 en 2008 lors de mon arrivée. Bon, alors aujourd'hui l'entreprise finalement, cette part initiale de négoce, elle est très très fine maintenant. Le cœur de l'activité est plutôt alors, production. Les produits vétérinaires ont disparu totalement. Nous ne fabriquons pas de médicaments ici et nous n'en vendons pas non plus. Nous fabriquons 95% des produits que nous vendons. Hein? Alors, donc vous fabriquez quoi si vous ne fabriquez plus de médicaments? Alors, pour imager un petit peu ce que nous faisons, nous sommes des cuisiniers de l'alimentation animale. Ah, il nous manque la toque. Voilà. Nous sommes juste en dessous le médicament vétérinaire. Oui. Et nous fabriquons des spécialités nutritionnelles pour les animaux d'élevage. Pas du tout pour les animaux de compagnie. Uniquement pour les animaux d'élevage, quels qu'ils soient, que ce soit des vaches laitières, des bovins viande, des porcs, du poulet, un peu de lapin, etc. Mais des compléments alimentaires? Voilà, on peut dire ça. On peut dire ça, des minéraux, des compléments alimentaires à des phases critiques de l'élevage, soit pour préparer la reproduction de l'animal, soit à l'inverse pour récupérer d'une mise bas. En fait, on donne ça à des moments clés. Ça peut faciliter la digestion, ça peut favoriser la reproduction. D'accord, donc c'est en appui à certaines phases de vie finalement de l'animal? Tout à fait. D'accord, on appuie un peu comme nous quand on va à la pharmacie, qu'on veut faire une cure de vitamines ou une recharge en fer ou des choses comme ça. D'accord. Alors donc dans cette partie production, il y a vous avez différents formats. Oui. On voit derrière nous d'ailleurs, vous avez des formats liquides, des formats poudre. Tout à fait. On va dire qu'on a 3 grandes familles de produits ici. Nous avons des recettes liquides, donc fabriquées à partir de matières premières liquides ou de poudre soluble. Donc nous fabriquons des spécialités liquides pour distribuer dans l'eau de boisson. Certaines espèces comme la volaille par exemple, c'est très courant d'utiliser l'eau de boisson pour supplémenter les animaux. Nous avons des produits solides. Alors les solides à l'inverse, ce sont des poudres ou des granulés. Et puis enfin, on a une 3e catégorie de produits où là, on transforme des liquides en poudre. En fait, ça consiste à absorber des liquides sur une poudre pour les rendre plus facilement utilisables comme étant une poudre fluide, quoi. D'accord, donc ça fait partie de vos caractéristiques un peu uniques finalement, ce dernier chapitre. Je pense que c'est sur ce chapitre-là qu'on a vraiment un savoir-faire particulier qui est reconnu en France et à l'international, avec une maîtrise et une grande fiabilité de process, une grande homogénéité de produits pour cette ligne d'absorption.
Alors, vous parlez process, je vous propose qu'on aille maintenant découvrir comment tout ça, ça se fabrique. Eh bien, avec plaisir, allons-y. Alors, nous voilà dans, c'est quoi, la salle de pilotage? On l'appelle la salle de contrôle. Salle de contrôle. Puisque c'est le noyau dur de l'entreprise, en fait, là d'où partent toutes les recettes. Le lancement des recettes partent toutes d'ici. Tous les mélanges sont programmés finalement sur les ordinateurs qu'on voit derrière nous. Oui, on lance les recettes les unes après les autres et elles s'enchaînent avec le dosage automatique pour tout ce qui peut être automatisé et avec intervention de l'opérateur quand il y a un ajout manuel d'une matière première spécifique ou dans des mini-quantités, quoi. Des arômes ou des choses comme ça. On a finalement un processus qui commence. Donc vous avez vos matières premières, elles sont aspirées. Il y a une tour qui est énorme dans l'entreprise. Là, elle est énorme. C'est une tour de 30 mètres de haut. Alors la tour est là pour profiter en fait de l'énergie gravitaire. Donc on monte les matières premières tout en haut de l'usine. Par un système d'aspiration. Par un système d'aspiration, tout à fait. On monte donc les matières premières là-haut. Elles tombent ensuite dans un mélangeur. Donc là, il y a 7 étages. Donc nous sommes au 7e. C'est schématisé ici sur les ordinateurs. C'est un synoptique qui va du 7e étage au 3e étage. Donc les matières premières sont mélangées dans un mélangeur. Et puis ensuite, descendent étage après étage pour arriver jusqu'au conditionnement au rez-de-chaussée. D'accord. Donc c'est principalement des actions de mélange. Il n'y a pas de four. On ne chauffe pas cette matière-là. Non, nous n'avons pas de four. Non, ces matières-là ne sont pas chauffées. Elles peuvent être refroidies. À l'inverse, pour la granulation, par exemple, ça nécessite un refroidissement, puisque le granulé, même si ici on a un process de granulation à basse température, mais basse température, ça peut aller quand même jusqu'à 60 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut refroidir avant d'ensacher. Mais non, à chaque étape, on peut ajouter un peu de liquide ou pas du tout de liquide. On peut tamiser, pas tamiser. On peut refroidir, pas refroidir. Et on arrive ainsi donc à des produits finis de ce type-là, par exemple, c'est un granulé qui peut correspondre pour des distributions automatisées, avec des vis dans des élevages, ou sur des rations sèches où les gens veulent des matières, veulent un aliment plutôt grossier, parce qu'une poudre, si c'est une ration sèche à base de foin seulement, eh bien, la poudre ne va pas coller au fourrage. Donc le granulé est mieux adapté. Et puis après, donc on a les différentes poudres. Et donc, à quels animaux sont destinés? Enfin, j'imagine qu'il y a des races animales qui sont plus enclins au liquide, au granulé, aux poudres. Alors, effectivement, vous avez raison. La volaille, par exemple, la volaille est très représentative des liquides, puisqu'on nourrit beaucoup, ou on supplémente beaucoup les volailles par l'eau de boisson. Par l'eau de boisson. Donc, on a beaucoup de formules liquides, de vitamines liquides ou de réhydratants liquides qui passent par l'eau de boisson. Ce qui n'est pas le cas du tout pour les bovins, par exemple, où très peu de choses passent par l'eau de boisson, où là, on passe plus par une ration mélangée, par une ration mélangée qui est distribuée aux animaux. Voilà. D'accord. Bon, c'est très intéressant. On va aller maintenant parler de vos marchés avec cette ouverture à l'exportation, notamment vers l'Iran. Très bien. Alors, nous sommes ici sur la partie expédition. Oui. Fin de l'ensachage, palettisation, pour mise en stock ensuite des produits finis, et puis expédition dans l'extrémité du bâtiment là-bas. D'accord, donc on a en produits finis finalement, on voit les sacs d'Ifagri là. Oui. Donc vous commercialisez les choses en votre nom propre? On a les deux. En fait, aujourd'hui, la marque d'Ifagri représente environ 60% de nos ventes. D'accord. Et nous faisons 40% en marque distributeur. Marque distributeur, ok. Donc ces 40% sont faits en France ou à l'étranger et auprès de tous les grands acteurs de l'alimentation animale en Europe. Alors vos clients, justement, nos clients, qui sont-ils? Aujourd'hui encore, les éleveurs représentent 10% de notre chiffre d'affaires, mais seulement autour de l'entreprise.
Donc ils viennent, il y a un magasin Non, il n'y a pas de magasin. Certains d'entre eux viennent enlever la marchandise, mais ils sont rares. Mais sinon, nous avons toujours voulu maintenir ce lien avec l'utilisateur final pour bien comprendre ses besoins, pour bien analyser ses besoins, pour bien appréhender ses contraintes et lui mettre à disposition des produits d'une part pratiques à l'emploi et bien évidemment efficaces aussi. Donc on a un retour aussi, on a un retour terrain rapide, rapide et très fiable, puisqu'on n'est pas, on reste connecté en permanence avec le terrain, quoi. Donc en direct avec des éleveurs. 10% pour les éleveurs en direct. Ensuite, l'export aujourd'hui représente 11% de notre activité, mais là pas auprès des éleveurs, auprès des distributeurs ou des fabricants d'aliments à l'étranger. Et puis en France, il nous reste un peu moins de 80% auprès de tout l'agro-fourniture en France, tout ce que les distributeurs, les fabricants d'aliments français. On exporte aujourd'hui dans 16 ou 17 pays, je ne sais plus. Et l'ambition, c'est de développer cette partie export. La ligne de conduite pour l'entreprise, aujourd'hui, nous faisons à peine 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8,7 millions. L'objectif est d'atteindre les 12 millions d'euros dans les 4 ans qui viennent, mais avec une part dédiée à l'export de 20% minimum, soit en fait en faire presque 3 fois plus qu'aujourd'hui, quoi. Donc un responsable export a été embauché dernièrement à cet effet, qui lui passe tout son temps sur les marchés internationaux. Donc ce déploiement se fera via la conquête de nouveaux marchés à l'international. Est-ce qu'il passera aussi par un élargissement de la gamme? Aujourd'hui, vous avez plus de 400 références. Alors, on a plus de 400 références aujourd'hui. Et oui, ça passe par un élargissement de la gamme. En fait, dans cette nouvelle usine aussi, nous faisons des choses que nous n'arrivions pas à faire auparavant. Hein? Donc, nous avons une panoplie de produits plus large. Et nous avons élargi aussi cela à des espèces telles que la volaille. Nous étions peu présents en volaille il y a encore un an. Aujourd'hui, nous commençons à être présents de manière correcte en volaille. Bon, finalement, donc deux axes de développement pour atteindre cet objectif de 12 millions. Tout à fait. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gauthier. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. À travers la construction de sa nouvelle usine, Difagri a à la fois modernisé son process et augmenté sa capacité de production tout en préservant son capital humain. En effet, l'entreprise est liée par un projet social important, très engageant, à la fois au niveau du handicap et de l'insertion professionnelle. Ainsi, l'entreprise a fait le choix de maintenir certains emplois manuels là où elle aurait pu opter pour une automatisation. Au-delà de la vocation économique de l'entreprise, cela donne du sens à notre travail, nous a dit Philippe Gauthier. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.